Fêtons les 50 ans de MC Première avec ses partenaires de toujours. Héritière d'un poste militaire, c'est en 1879 que fut fondée Boulou-Paris. Aujourd'hui, la commune compte 1 millier d'habitants sur 902 km². Boulou-Paris se compose d'une petite agglomération qui regroupe autour de la mairie, la gendarmerie, l'école et quelques commerçants. C'est avant tout une commune à vocation agro-pastorale. Et ces vestiges d'une vieille romerie rappellent que ce fut toujours une région de culture et d'élevage. Il existe à Boulou-Paris une société coopérative d'aliments pour bétail et le cheptel se compose à peu près de 14 000 bovins. Boulou-Paris aurait pu tout aussi bien tirer avantage de l'exploitation du nickel si un différend portant sur la délimitation du territoire communal n'avait été réglé en sa défaveur. Boulou-Paris en pâtit doublement puisque de la mine elle récupère la pollution de la Rwingui dont les eaux à certaines époques de l'année n'ont pas la limpidité de la rivière des Pierres comme le souhaite son nom. Malgré tout n'est pas négatif à Boulou-Paris. C'est ainsi qu'au plan touristique, la réputation des paillotes de la Rwingui n'est plus à faire, pas plus que celle des stations d'ostréiculture et du centre d'aquaculture du Knexo. Boulou-Paris est peut-être la commune la plus sèche du territoire, mais son littoral lui ouvre des perspectives économiques intéressantes. Ambiance joyeuse et détendue hier au rodéo de Boulou-Paris. Les organisateurs du ML7 avaient bien fait les choses et le public satisfait n'a pas du tout regretté le déplacement. Cette année, beaucoup d'innovations dans le programme d'animation conduit par Alain Chevin. Les différents concours organisés offrent une particularité, celle de faire participer des jeunes et vaillantes cavalières, mais aussi des spécialistes de la région, certains stockmen dont l'expérience n'est plus à mettre en doute. Il va tenir les 8 secondes, j'en suis sûr. Il va tenir les 8 secondes. Stop pour les 8 secondes, c'est fini? Ouais. Alors ce qui est chouette dans ce jeu-là, c'est si le gars il tient pas les 8 secondes, il tombe par terre. Mais si on tient les 8 secondes, on tombe par terre aussi. Hein. Allez, c'est parti. Il n'a pas de casque. Top. Oh, c'était juste, hein. Allez, c'est parti. Voilà. Combien? 5 secondes. Allez, c'est parti. Il emmène la caméra avec, non? Oh là là, ouais, celui-là, il est nerveux. Hein. 1 seconde. 1 seconde, c'est ça? Ouais, c'est parti. Ah, on va dire le choc, là. Non, on l'a pas tenu 8 secondes. 6 secondes. Ouais. Elle a 15 ans. Et je vais vous demander de l'applaudir bien fort. Allez, on va l'applaudir. On est prêts. Allez, Nathalie. Allez, Nathalie. Allez, on l'applaudit, Nathalie. Oh, elle a demandé la poussière. Combien? 7 secondes. On l'applaudit bien fort. 7 secondes. On peut l'applaudir car il y a des messieurs qui n'ont pas tenu 7 secondes. Bravo Nathalie. C'est Madame Ouzou Roland que vous voyez actuellement. Oh, elle a l'habitude, hein. Ah 7 secondes également. Madame Yolande Ouzou.
Le soleil était aussi au rendez-vous du rodéo de Boulou-Paris, ce qui a facilité à la grande joie des nombreux spectateurs le déroulement des Jeux venus compléter un bon programme de festivités, prouvant ainsi l'excellente organisation des responsables du MS7 Rodéo. Et puis en étant ça, on a aussi et vous faites vous avez fait des tests, vous avez fait des tests normalement pour... ça sera difficile parce que nous faisons un travail artisanal, alors que les sociétés étrangères font un travail mécanique, c'est-à-dire ils sortent des produits à la chaîne, où l'homme n'est pas compétitif à la machine. Donc le prix de revient de vos conserves est plus élevé que le leur. Il sera un peu plus élevé, c'est normal. On n'a pas la rapidité d'exécution à l'épluchage des légumes, par exemple, qu'une machine a. Pour la qualité? Donc, la qualité, elle sera égale. Pourquoi pas supérieure? Ça, c'est pas défendu. Avant que donc, le gouvernement ne décide d'interdire les importations de conserves de viande, le territoire importait à peu près 500 ou 600 tonnes par an de conserves. Est-ce que vous pensez que la conserverie calédonienne peut en produire autant? Alors, je pense, oui. Je pense qu'elle peut en produire autant parce que l'élevage calédonien est en augmentation sans cesse. Et nous sommes en train de faire un effort actuellement pour essayer de liquider ce que nous avons en surplus en veau et en bovin. Et quand tout sera bien aplani, je pense que la conserve calédonienne suffira à la consommation locale. Changé dans le virage, au palais, Miss Beaurégal, Rafale qui prend maintenant la 3e place. Rafale qui revient bien sur les premiers. Rafale qui se rapproche dangereusement. Opaline qui a 2 ou 3 longueurs d'avance. Rafale en 2e position. Bingo sur la 2e place. Rafale en 3e place. Et là, l'arrivée. J'espère qu'on sera de la piste. Une ambulance sur la piste si vous voulez. Paloma. Et c'est parti. Et c'est parti. Madeline qui prend le commandement. Quelques bousculades. Kirira, pourquoi pas. Main gauche, Gypsy. Kirira toujours en tête, pourquoi pas. Main gauche, Oné, Gypsy. Kirira, pourquoi pas. Main gauche, Oné et Parisien. Par les provinces, l'État et Ifremer, la station pilote de Saint-Vincent assure, outre le maintien et la pérennité du stock géniteur de Stylirostris, la transmission de ses connaissances aux investisseurs privés. Dans son écloserie, la ferme peut fournir 40 à 50 millions de postes larves par an et c'est ici aussi que l'on améliore les techniques de reproduction. Parmi les géants de la production, la Nouvelle-Calédonie commence à se faire connaître pour la qualité de son produit exempte de virus et cette année on devrait dépasser les 700 tonnes dont plus de la moitié sera exportée sur la métropole. La crevette est donc sur de bons rails, l'effort va se poursuivre mais Ifremer pense déjà à diversifier ses recherches grâce aux nouveaux contrats de développement qui viennent d'être négociés.
Autre opération prévue en 1995, l'étude de l'impact de l'aquaculture sur l'environnement. Outre cela, Ifremer a encore du pain sur la planche. 3 nouveaux projets aquacoles démarrent, dont il faudra former le personnel. L'aquaculture a de beaux jours devant elle. Un inventaire général des sites répartis sur près de 6000 hectares a été réalisé à partir des images spot. Objectif, produire plusieurs milliers de tonnes. En attendant, place à la gastronomie. Les élus ont pu goûter tous les produits de la station. À Boulou-Paris, les premières citrouilles viennent tout juste d'être récoltées. C'est un reportage d'Olivier Jaudeman et de Dominique Charbonnier. Squash, cela sonne comme une onomatopée et cela roule comme une citrouille sur le tapis de la moissonneuse. Cette citrouille n'a pourtant rien de commune, c'est un hybride, un produit de laboratoire conçu au Japon et dont les semences sont récoltées ici, à Boulou-Paris, en Nouvelle-Calédonie. Car le squash n'est pas un légume ordinaire, c'est un produit d'exportation. Les Nippons raffolent, ils en consomment 350 000 tonnes par an. Un énorme marché dont une petite part, 10 à 15 000 tonnes, pourrait échoir au territoire. Car la Calédonie a l'avantage de produire en contre-saison. Voici la première récolte de printemps, ici, chez Roger Galliot. Le Calédonien n'y connaissait rien, alors il a pris le parti de s'associer à un Néo-Zélandais, Dick Young, qui a eu une grande expérience du squash. Le résultat est encourageant, 20 tonnes à l'hectare sur 6 hectares, et il y en a encore 80 en culture. J'ai aucune déception pour le moment, les résultats sont excellents, mieux que ce qu'on attendait. On attendait 12 à 15 tonnes hectares et là nous passons 20 tonnes. Alors pour cette opération, vous avez choisi de vous associer avec un étranger. C'est une première, c'est intéressant de s'associer avec un étranger? Eh bien, c'est presque une obligation parce que nous n'avons pas la technologie, il y a des méthodes de travail que nous ne connaissons pas et il y a un produit à fabriquer qui est très spécifique, donc nous ne connaissons pas cela. La solution, c'est de grouper nos efforts. Nous amenons la terre, notre climat, nos machines, notre expérience sur le terrain. Eux amènent leur know-how spécifique à cette culture-là. Et ensemble, en principe, nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Pour réussir le squash, il faut beaucoup d'eau. Région déshéritée, s'abstenir. Il faut aussi faire venir les semences du Japon. C'est cher, mais pas inabordable. Il faut enfin s'armer de patience et observer attentivement l'expérience des précurseurs. Aujourd'hui, plusieurs candidats producteurs de Poya sont venus s'initier à la culture du squash. Ils ont l'intention d'en planter 300 hectares là-bas. Le squash, une culture d'avenir dont la première récolte 93 sera cette semaine sur les tables nippones. Sport mécanique 4x4, c'est à Boulou-Paris que les habitués de la terre battue se mesuraient. Spectacle assuré, poussière aussi. Le ciel et le sol boulou-parisien envahis par des machines infernales. Excepté ce gyrocoptère, 11 équipages sur Suzuki, Range Rover et Overland ont participé à cette seconde édition de l'endurance du barbu. Les favoris annoncent la couleur. Vincent et Prévereau de Sonneville, l'une des 2 femmes copilotes de ce rallye. Chamorro Gervolino sur Range Rover, Ferrara Josie et Lelon-Lézé sur Overland. La lambada des 4x4 commence. La propriété Munier est métamorphosée le temps de la course. Poussière, côte, toboggan et broussailles forment le décor dans lequel les raiders évolueront 5 heures durant. C'est la règle du jeu. D'autrefois avant l'électricité, la révolte kanak de 1878, le bagne, les Américains, les mines. Pendant 2 ans, les 250 élèves de l'école de Boulou-Paris sont partis enquêter sur leur passé. Il y avait urgence. C'est parti d'un double constat. Le premier, c'est qu'il n'existait aucun ouvrage relatif à Boulou-Paris. Le deuxième constat, c'est qu'on voit de plus en plus les anciens disparaître et disparaître aussi la mémoire de la commune. Donc il était temps de mettre ça par écrit. On a dû se replonger plus loin dans l'histoire, l'insurrection, tout ce côté-là, les premiers colons qui sont arrivés, ensuite également le bagne, le Cambrin, et tout ça en fait on le connaissait, oui, mais en fait maintenant on se dit à la fin de ce projet, on connaissait rien, et il y avait rien avant. Un travail émouvant qui témoigne de la profondeur des questions enfouies dans la mémoire. C'est l'histoire d'un terroir, qu'elle soit kanak ou caldoche, une histoire où l'école comme les parents ont été mis à contribution. On était 4 dans le groupe, il y a Délésia, Guillaume et Mareva et moi.
On avait travaillé sur la révolte de 1878. On a trouvé des documents et on s'est renseigné auprès des parents pour avoir des photos et des documents sur la révolte de 1878. J'ai appris de nouvelles choses sur des anciens gens qui habitaient sur la propriété de mon grand-père. Je trouve ça génial. Boulou Paris, l'héritage, c'est aussi le titre d'une brochure qui rassemble les textes d'une exposition à visiter jusqu'au 7 décembre. Et oui, ça glisse et c'est fait pour. Et quand on surmonte la difficulté de la grimpe, c'est pour se heurter à un saucisson qui refuse de se laisser prendre. Initiation au mat de cocagne pour certains, leçon de choses pour d'autres. Les petits citadins ont rarement l'occasion de rencontrer des serfs sur le chemin de l'école. Alors aujourd'hui à Boulou Paris, c'était l'occasion rêvée et ils ne l'ont pas manqué. Ils ont été nombreux aussi à écarquiller les yeux devant les bassins de l'Ifremer pour admirer le ballet des crevettes. Du côté des parents, ce qui comptait, c'était davantage la perspective de voir les crevettes dans leur assiette. Dans la seule matinée, 1 tonne de crevettes a été vendue en attendant les renforts de l'après-midi. Beaucoup d'acheteurs potentiels sont cependant repartis les glacières vides, rebutés par le prix du kilo plus élevé qu'au marché de Nouméa. Reste que tout le monde n'habite pas la capitale et que cela restait une affaire pour certains. Même succès pour les barquettes de cerf, 1 tonne a disparu avec au hit parade des ventes les côtelettes. Sans compter bien sûr les saucissons, jugés eux aussi par certains un peu chers. Un succès commercial de bon augure pour les futurs écrevisses de Boulou Paris, dont 2 spécimens alléchaient déjà les palais des plus gourmands. Plus de 100 stands étaient installés sur l'hippodrome, transformé en un vaste supermarché où l'on a beaucoup bu et beaucoup mangé. Les restaurants gastronomiques n'ont pas désempli non plus, il faut dire qu'on était bien à l'ombre. Pour distraire les visiteurs, parachutistes, majorettes, danseuses tahitiennes de Thio, Kaneka avec les jeunes de Huichambo, Pilou avec ceux de la tribu de Kergoa ou divers concours comme celui de l'épluchage des crevettes. Attention, 10 crevettes à éplucher. 10 crevettes à éplucher, attention, madame, vous faites la tête. Trop tôt ce soir pour faire le bilan commercial de la fête de Boulou Paris, mais au nombre de visiteurs, une chose est sûre, c'est un succès et ça n'est qu'une première. Une case surplombant le camping municipal de Bouraké, la base de loisirs de Bout-de-Brousse accueille les touristes avides de dépaysement. Des touristes essentiellement japonais, le tour opérateur vient de renouveler sa confiance au gérant de cette société, qui propose des sorties découvertes dans la baie de Saint-Vincent et sur l'îlot Ténia. Des dauphins pas farouches qui se laissent facilement aborder, pas question de leur donner à manger ou de les apprivoiser. Depuis que Ténia a été déclarée zone de réserve, le poisson et l'écosystème marin offrent de belles perspectives à ces cétacés sur Ténia. Ténia, c'est donc un véritable aquarium grandeur nature pour lesquels les Japonais raffolent et considèrent ce petit paradis comme un précieux cadeau des dieux. Ici, à Boulou Paris, Claude et Désiré ont appris à explorer ces régions inhospitalières et à en faire un territoire de pêche inépuisable. Ici, c'est renommé, Boulou Paris, oui. À la pointe, pointe Noire, Bouraké. À l'époque, il y en avait aux îlots également. Hein. Et vous avez l'huître de palétuvier, vous avez l'huître de roche, la grosse, et puis vous avez notre petite huître qui la se colle frisette, sur les cailloux roulants là aussi. La petite frisée, là. Non, il y a celle-là aussi. Ah, tu veux dire, oui, la petite sur les cailloux volants, les petits détachés, là. Oui. Mais elle est bonne, tu vois, elle n'est pas grosse. Elle est creuse. Ouais. Elle est bien creuse. Sur la Ouamini, il y avait l'huître de palétuvier, quoi. Hein. Et puis, quand il y a eu les sécheresses, là, quand on a eu les sécheresses, parce que l'eau était très salée. Enfin, plus salée. Et puis, quand on a eu cette
ces 3 dernières années là, de pluie, il y a eu davantage d'eau douce, et ces huîtres ont disparu. C'était les grappes, hein, les racines étaient pleines, recouvertes d'huîtres. Puis là, ça a disparu complètement, on n'en a plus sur la Wamini, c'est fini. Et la durée du rallye, c'est-à-dire 4 heures pour remplir vos 30 questions. Donc, à vous d'aller dans les endroits où vous pensez qu'on a pu cacher des documents. Ce sont des documents qui peuvent vous donner des réponses à vos questions. Après quelques minutes de briefing, les 12 équipes en lice reçoivent chacune une enveloppe contenant les premiers indices. Vous partez en direction nord. Attention. Vous êtes en possession de 2 photos. Et les premières informations collectées mènent les candidats à la distillerie. Merci, monsieur. Allez. Je vais vous faire répéter déjà. Produit fini, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'essence de Niaouli, voilà, tout à fait, l'essence de Niaouli. Là, on va aller retrouver cette petite photo, là, qui est une cheminée, et apparemment, c'est une ancienne romerie. Donc, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Et là-bas, c'est du côté de Bouraké. La route mène directement les candidats à la Wameni, propriété de M. Georget, où se trouve la romerie. Oui. Qui était le réel propriétaire à l'origine? Oui, c'est M. de Kervegen, là, il était un des 2 propriétaires. Après l'ancienne romerie de la Wameni, direction la tribu de Huichambo pour une autre épreuve autour du château de Vambèze. Et c'est quoi l'origine du plancher du bâtiment là-bas, vous savez pas? Le plancher du bas, c'est tout en bois de fer. En bois de fer. En bois de fer, ouais. C'est quoi l'exploitation annexe? Caféier. Caféier. C'est bien que les gens viennent un peu voir. Oui, c'est bien de temps en temps. Les gens viennent se promener ici. La dernière épreuve de ce rallye conduira les équipes à Tomo, sur le vieux cimetière des premiers colons de la région, la famille Crenier. Cette chasse au trésor aura notamment permis aux candidats d'apprendre qu'en 1878, une invasion de sauterelles détruisit toutes les cultures de la région et que depuis mars 1973, par arrêté municipal, Boulou-Paris s'écrit avec un S. Ce n'est pas l'histoire de la grosse sardine qui pourrait boucher les passes du côté de Bouraké, mais ça y ressemble. En tout cas, pour découvrir un drôle de poisson, il faut marcher longtemps à marée basse sur les platiers de la presqu'île Rousseau. Régis Bull traquait les petits poissons dans les palétuviers quand il a fait cette énorme découverte. Un poisson-lune de grande taille dont on se demande comment il a pu arriver sur ce platier à peine recouvert à marée haute. Et le spécimen est de taille. 2,20 m de longueur. Hauteur 1,40 m, une nageoire elle fait 90 de haut, enfin, à la base 50 de large. Un poisson-lune, surtout grand comme ça, est un événement dans la commune de Boulou-Paris dont dépend Bouraké. Du coup, le secrétaire général de la mairie a mouillé ses claquettes pour voir l'animal. J'ai cru tout de suite Régis et puis on est venu là aussitôt parce que je vous dis, effectivement c'est un phénomène, c'est un événement. Et après, on va pouvoir filmer pour mettre ça dans le Boulou-Paris Presse et de communiquer un petit peu la chance de l'avoir vu, nous, à tous les administrés et même un petit peu à tous les Calédoniens aussi. Immortalisé dans la revue communale, le poisson-lune va donc connaître son heure de gloire et n'a pas fini d'alimenter les conversations des gens de Boulou-Paris. Boulou-Paris, 73 km de Nouméa, une commune d'à peine 2000 habitants. 4 tribus sont rattachées à Boulou-Paris, aux portes de la Brousse, c'est déjà l'image de la côte ouest de la Calédonie. Les grands troupeaux, les grands espaces, Boulou-Paris c'est aussi le pays du cerf et de la crevette. Mais Boulou-Paris n'est pas si éloigné de la capitale, pour preuve la circulation importante des fins de semaine. Boulou-Paris, commune de passage sur la route de l'Est et du Nord. Bonsoir, si à Boulou-Paris on vous accueille à chaque fois qu'on y arrive magistralement dans le 3e millénaire, nous, beaucoup plus simplement, on vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Commune avec, pour commencer, un endroit qui, si vous êtes cinéphile, doit obligatoirement vous faire penser à un film et encore plus, à une musique de film. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better
than where you've been. Le cadre était pas tout à fait ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire que la plateforme n'était pas goudronnée. Et moi j'étais assis au comptoir certains après-midi et particulièrement les week-ends. Et dès qu'une voiture s'arrêtait, elle s'arrêtait dans un nuage de poussière. Et dans le fond, je voyais tourner une éolienne et j'avais l'impression de participer au film Bagdad Café que j'avais vu sur les écrans de mer. Certes, Boulou Paris ne se trouve pas dans l'Arizona, mais il y a bien une similitude entre le décor de Bagdad Café du cinéaste Percy Adlon et le complexe commercial qui s'étire le long de la RT1. Pour autant, la ressemblance s'arrête là, car Monique n'est pas autrichienne, mais originaire de l'Est de la France. Lorsqu'elle et son mari ont ouvert en 1991, ils ignoraient tout du film sorti 4 ans plus tôt. Je ne connais pas du tout le film, mais c'est vrai qu'un couple d'Américains qui était venu là m'avait dit que chez eux, en effet, c'était monnaie courante, que ça leur rappelait la Californie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais sur certains guides touristiques et dans la plupart des livres consacrés à la Calédonie, Boulou Paris s'écrit sans S. Et pourtant, eh bien, quand on regarde les panneaux de la commune, Boulou Paris, ça prend bien un S. Un changement qui n'est pas dû à une erreur de frappe, mais plutôt à une histoire assez récente. C'est le 28 mars 1973 que, par arrêté municipal, l'orthographe de Boulou Paris passe de 10 à 11 lettres en accolant un S final. La petite histoire raconte que cette modification est un hommage rendu à Jacques Chirac, alors maire de Paris. Pourtant, dès leur installation, dans les années 1870, les premiers colons avaient déjà tranché. L'origine du nom de Boulou Paris, c'est Boulou Paris. Boulou, c'est en colère, faire semblant d'être en colère. Paris, c'est rien, quoi. Comme c'était des Français qui étaient là. Ils m'ont dit, bon, ben, le mot Paris, là, ça ressemblait à Paris. Ils ont dit, mais pourquoi on ne met pas boule de Paris ou boule ou Paris? Puis ils ont cherché, ils ont discuté avec les chefs d'ici, quoi. Puis ils ont trouvé que c'était bien boule ou Paris, mais boule ou Paris, ils ont trouvé le mot boule ou Paris. Puis il y en a dit, bon, mais ça l'a fait encore. Comment on va dire les habitants d'ici? Puis les premiers colons ont dit, bon, mais on dit boulou parisien, mais c'est vilain, ça. Alors on va essayer de mettre un S pour dire boulou parisien, souvenir de Paris. Pourquoi, au cours du siècle, les boulous parisiens sont-ils devenus des boulous pariens? Nul ne le sait à Boulou Paris. En tout cas, plus au sud, on raconte que du côté de Boulari, les boulariens, eux, se posent déjà des questions. Voilà pour l'histoire récente de la commune. Mais Boulou Paris a aussi une histoire beaucoup plus ancienne. 1878 par exemple. La révolte du chef Ataï, une insurrection qui fit dans la région plus de 1200 morts. 1878 encore. Boulou Paris, dévasté par une invasion de sauterelles, ce qui entraîna d'ailleurs la faillite de l'usine à sucre dont il ne reste plus aujourd'hui que cette cheminée. Et puis c'est toujours à la même époque que s'ouvrit à Boulou Paris un centre pénitentiaire particulièrement rigoureux. Il s'agissait du Cambrin et c'est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du bagne en Calédonie. Ça se mérite le Cambrin. Comme s'il voulait se faire oublier, le Cambrin, pourtant tout proche de la route, se fond dans les brousses. Camp disciplinaire, le Cambrin a été créé après la faillite du pénitencier de Canala en 1876. On y faisait venir justement les gens qu'on appelait les incorrigibles, c'est-à-dire les plus durs. Ouais. Alors ils sont venus ici par groupe de 10. Ils étaient accompagnés de quelques surveillants. Et ils mettaient à peu près 4 jours pour venir de Nouméa à ici. Ça faisait à peu près 98 km, je crois. Et donc ils ont construit même le camp et ensuite ils ont été affectés à des travaux sur la RT1. Quelques terrassements enfouis sous la végétation sont les uniques traces de l'emplacement des bâtiments. Ceux des surveillants sur la colline dominent les dortoirs des forçats. Sur l'autre versant se trouve la prison, puis les cellules individuelles, les seuls vestiges encore visibles aujourd'hui. Les cellules étaient telles que vous les voyez, il n'y avait apparemment pas de chaîne qui retenait. Mais par contre, les condamnés avaient eux une chaîne au pied. Camp de l'horreur, enfer, lieu dont le nom seul suffit à inspirer la terreur. Au Cambrin, il y aura jusqu'à 180 forçats de 4e classe. Pour ces incorrigibles, la mort est une délivrance, mais beaucoup ne parviennent qu'à se mutiler.
Certains se crevaient les yeux, d'autres se faisaient couper les doigts, les phalanges, ou d'autres se faisaient désarticuler une épaule, etc. Mais l'administration, elle, réagissait en créant des conditions encore plus difficiles. C'est-à-dire que même ceux qui étaient mutilés, ils avaient un endroit, on avait un espace avec une rambarde sur le côté qui leur permettait d'avoir un chemin puisqu'ils ne voyaient plus clair. Et on les faisait travailler, ils travaillaient 10 heures par jour aussi. Donc vous voyez que la ration était de 600 grammes de pain par jour, une louche de soupe et une louche de haricots qui était souvent charançonnée, et puis de l'eau claire. Ouais. Au Cambrien, on va même jusqu'à créer une section des mutilés pour contraindre les estropiés au silence absolu. Quelques meurtres aussi sont perpétrés par des forçats qui estiment la guillotine plus douce que l'enfer. Le sinistre Cambrien ferme en 1895 lors de la création d'un quartier disciplinaire au pénitencier de l'île Nou. L'horreur aura tout de même duré 19 ans. Tous ces vestiges de l'histoire et de la colonisation ont donné des idées à certains. Exemple, l'association des femmes de la tribu de Huichambo qui a plusieurs projets autour du château de Vambèze qui justement se situe au centre de la tribu. À quelques kilomètres de Bouloupari, Huichambo est une jeune tribu. Elle a été fondée en 1958 par quelques familles volontaires de la tribu voisine de Nassira, devenue trop petite. Autre particularité de Huichambo, son domaine foncier qui s'étend sur 300 hectares, ou plutôt sur 297, car au sein de la tribu se trouve la maison de Huichambo, plus connue sous le nom de château de Vambé. Charles de Vambé l'avait faite construire dans les années 1890. Dans le pur style colonial, murs en bois, chaux, pierre et briques. Elle comporte 11 pièces sur 2 étages. Une salle de réception lambrissée de 60 mètres carrés est particulièrement remarquable au rez-de-chaussée, dont le parquet est en bois de fer. Et c'est peut-être à force de voir se dégrader la vieille maison que quelques femmes de la tribu ont eu l'idée de la ramener à la vie en élaborant plusieurs projets. C'est d'accueillir les colonies de vacances et puis une table d'hôte pour accueillir les adultes et faire les balades, les promenades en cheval. Mais pour mettre en œuvre ces projets, il faudrait qu'avant, la maison soit restaurée. Le mois dernier, les services du patrimoine de la province Sud ont donné un avis favorable au classement monument historique. Manquent encore quelques feux verts, mais le principe semble acquis. L'association des femmes veut que ça démarre vite, les travaux, pour que notre projet avance. Et signe de leur impatience, les femmes ont déjà fait nettoyer les abords de la maison. Elles tentent aussi de dissuader les jeunes de taguer tous les murs, en proposant notamment de les intégrer à leur projet. Est-ce que vous avez pensé aussi à former des jeunes pour qu'ils soient guides et qu'ils fassent visiter la propriété? Oui. Les jeunes seront d'accord? Oui. Oui, il y a des jeunes filles là, elles sont dans l'association. Des jeunes qui peuvent donc se mettre à potasser l'histoire de la maison de Huichambo et plus généralement d'ailleurs celle de Charles de Vambé, le premier colon, dit-on, à avoir possédé en Nouvelle-Calédonie quelques 10 000 hectares d'un seul tenant. Allons découvrir maintenant une petite entreprise artisanale basée à Bouloupari depuis quelques années. On y travaille le niaouli et aussi certains fruits. Et comme l'on dit, c'est à consommer avec modération. Eau de vie de goyave, liqueur de bois noir ou de niaouli, c'est le petit plus de la distillerie de Bouloupari. Une production de quelques centaines de litres mise en place il y a 4-5 ans. Distiller ces alcools en fonction de la période de récolte des fruits, ça c'est un peu pour le plaisir. Je distillais déjà en Alsace, puisque je suis originaire des Vosges. J'ai travaillé en Alsace pendant quelques années. C'est là que j'ai été initié à la distillation. Disons que j'ai eu des vieux paysans qui m'ont appris un petit peu à distiller la mirabelle, le kirsch, tous ces fruits, quoi. Mais la grosse affaire de cette distillerie, c'est le niaouli. La technique est la même que pour l'alcool, sauf que là, l'alambic n'est pas forcément en cuivre. Un alambic qui s'est agrandi au fur et à mesure de la demande. 80% de la production est exportée par le biais de la vente par correspondance. Aujourd'hui, la distillerie de Bouloupari possède le plus gros alambic mobile de Calédonie, 10 000 litres pouvant traiter à la fois 2 tonnes de feuilles. On injecte de la vapeur dans la cuve. Et c'est donc un entraînement à la vapeur. La vapeur passe à travers les feuilles, entraîne l'essence. Ça passe par le tuyau que vous voyez, là, ça rentre dans les refroidisseurs.
Et après, ça coule ici. Voilà. À la sortie, là, on va avoir de l'eau et de l'essence de niaouli qui vont sortir. La distillerie produit chaque année 500 litres d'essence de niaouli, une huile essentielle qui se traite notamment en fin d'année, de septembre à janvier. C'est à Bouloupari, au début des années 70, que fut lancée l'aquaculture de la crevette. Aujourd'hui, la commune compte 2 fermes aquacoles. Ça n'est pas pour rien que Bouloupari organise chaque année sa fête du cerf et de la crevette. C'était d'ailleurs tout récemment la 5e édition. Et puis, c'est aussi à Bouloupari qu'est née une autre aventure. C'était en 1993, une aventure qui est toujours en marche et qui se porte plutôt bien, celle de la belle australienne. Au Japon, on confond sa chair avec la langouste. En métropole, on n'en a jamais vu d'aussi grosse. Et en Australie, on ne la savait pas aussi prolifique. Car si l'écrevisse de Bouloupari est originaire du Queensland, elle a maintenant fait souche en Calédonie. D'aucuns craignaient qu'elle ne bouleverse les équilibres naturels, mais en vérité, personne ne savait ces petits animaux aussi vulnérables. C'est une bête qui ne pose pas de problème dans la mesure où les Américains disent qu'il faut la protéger du milieu. C'est le milieu qui leur pose un problème. Et on l'a constaté chez nous en Calédonie. Elle se fait attaquer par tout ce qui marche, tout ce qui nage et tout ce qui vole. Nous sommes ici chez Gérald Lègle, au-dessus de la Béton-Toutain et au pied de la montagne. L'eau qui sourd du bassin vient directement du crick. Et les fraîches et claires, un peu trop pour l'écrevisse. Le crustacé préfère les vieux pneus. Il y fait son nid, et les eaux troubles chargées de phyto et de zooplancton. La femelle devient mature à 5 mois et elle peut pondre 5 fois par an jusqu'à 1200 œufs par ponte. D'ailleurs, toutes les écrevisses élevées dans les bassins calédoniens proviennent du seul et unique ménage à 3, un mâle et 2 femelles, débarqués accidentellement il y a 5 ans à Bouloupari. C'est dire que l'espèce prolifère, mais on aurait tort de la croire à l'abri. Preuve en est ces drôles de filets qui enserrent les bassins. C'est uniquement une protection contre les oiseaux de nuit. Quoi. Les oiseaux de nuit? Oui, les butors, même les lancous de la journée, les canards japonais, tout ça. Mais ça, c'est des simples filets qu'on a mis, mais je compte me protéger avec des filets adéquats. Bon, mais c'est à ce point-là? Obligé. Tout Bouloupari en pince pour l'écrevisse. La plupart des éleveurs ont fait le détour par le Queensland. Ils ont découvert un élevage extensif, rien à voir avec ces énormes bassins où l'on s'exerce à l'élevage intensif. Le plus délicat, c'est de contrer la nature, séparer les sexes et faire grossir les crustacés jusqu'à 10 mois. Mais comme la nature est délicate, les éleveurs ont engagé un spécialiste, Frédéric Palais, ici avec Serge Roland, dont voici les bassins à la Wamini. Les surfaces sont modestes, 1000 m² en moyenne par bassin, mais les rendements sont impressionnants. À Huitchambo, on a pêché 300 kg sur 300 m². Depuis, ces nouveaux bassins ont fait leur apparition à la tribu. Ici, il n'y a pas de GUE, mais 5 associés. L'investissement est subventionné à 60% par la province sud, de quoi encourager les vocations. L'aventure paraît alléchante, le marché local est grand ouvert et l'on songe déjà à l'export. Alors en plus de ces écrevisses et des crevettes, Bouloupari est bien connu aussi pour ses élevages de cerfs. Ces pauvres animaux qui ont vite fait de se transformer en jambon ou en saucisson. Mais il y a encore d'autres animaux qui n'ont d'ailleurs pas un avenir beaucoup plus joyeux. Et c'est parce qu'il y a plusieurs fermes de ce type à Bouloupari qu'est né ici le club conservatoire des animaux de basse-cour de Calédonie. Et on en parle dans un instant avec son président. Dans la famille Canard, comment s'appelle le père? Canard. La mère? La canne. Le fils? Le canton. Et oui, Jordan, c'est tout ou presque des canards. C'est d'ailleurs son palmipède préféré et il le doit à sa grand-mère qui élève une basse-cour. Canards, oies, dindons, pintades, pigeons, poulets, auxquels il convient d'ajouter moutons et biquettes. Au total, près d'1 millier d'animaux gambadent sur la propriété. C'est une passion, parce que c'est même plus un travail maintenant. Pour les nourrir, c'est à notre rythme. Hein. C'est le matin, si on veut se lever à 8h pour le faire. Si on veut se lever à 5h, on se lève à 5h. Hein. C'est du moment qu'ils ont leur ration dans la journée, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas esclave de vos animaux? Non, on n'est pas esclave. La contrainte, c'est l'abattage. Mais enfin, maintenant, avec... il y a quand même des abattoirs à Koé. Donc, quand j'en ai à abattre, je les emmène là-bas.
Ça fait 15 ans que Lydia s'est découvert cette passion pour les petits animaux qu'on élève à proximité de la maison. C'est la définition même de la basse-cour. Et contrairement à Jordan, Lydia n'a pas de préférence. Je les aime tous, mais c'est une généralité parce qu'après il faut arriver à une fin, quoi. Donc on peut pas s'attacher à des animaux qui sont destinés à être abattus un jour ou l'autre. Vous n'avez aucun scrupule quand vous les mangez? Non. Aucun regret? Non, même pas. Au contraire, je les trouve très bons parce que c'est moi qui les ai élevés. Je sais comment ils ont été élevés. Jordan partagera-t-il plus tard la passion de sa grand-mère? Trop tôt pour le dire, pour l'heure, il poursuit son apprentissage. Il y a un coq là? Oui, c'est lui. Et comment on sait que c'est un coq? Comment tu le reconnais? Parce qu'il a la grande crête. Et les poules, elles n'ont pas de crête? Si, il y a une petite là. Regarde. Alors la crête, elle est plus petite. Oui. Examen de passage réussi pour Jordan, et même si en vérité, pour l'heure, son intérêt est encore limité pour la basse-cour de sa grand-mère, Lydia en revanche est tout acquise à la cause de ses animaux. Pour preuve, le poulailler a même un petit air de Club Med avec son camping intégré. Philippe Josse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Club conservatoire des animaux de basse-cour de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est basé ici, à Boulou-Paris. Alors quel est le rôle de cette association? Notre rôle, c'est essayer de préserver les races pures qu'on a sur le territoire, c'est-à-dire les poulets, les canards, les pigeons, les lapins, enfin, tous les animaux de la basse-cour, les oies, etc. quoi. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites pour ça alors? D'abord, on a commencé à faire un recensement des différentes races et des différents propriétaires. D'ailleurs, s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. Et puis donc, on va essayer de garder notre multiplicité des races. Éviter les mélanges qui sont toujours très préjudiciables aux races. On va essayer de on va mettre en place un bagage des poulets. Déjà les tatouages pour les lapins c'est en cours, donc on fera un bagage pour les poulets. Pour les pigeons c'est déjà fait le bagage. Il nous manque les canards et puis les poulets. Philippe Josse, merci beaucoup. Merci. Voilà, on va découvrir ensemble maintenant une autre exploitation agricole basée ici à Boulou-Paris. Il s'agit de l'ancienne plantation de café à Nassira de Marc Le Goupil, un colon qui, à la fin du 19e siècle, a beaucoup marqué par sa personnalité la commune de Boulou-Paris. Quand on est jeune, vous savez, on n'attache pas d'importance à tout ça. Et puis au fil du temps, au fil des années qui passent, on se rend compte que finalement, oui, on aurait dû essayer de préserver davantage, mais bon, ce qui manque, c'est les moyens financiers. On le sent bien, il y a une pointe de regret dans ses propos. Il est vrai que ces bâtiments ont une âme et que s'ils pouvaient parler, ils raconteraient l'histoire des Le Goupil installés là entre 1898 et 1956. Une famille de 15 colons venus faire du café et de l'élevage. L'histoire de Marc Le Goupil qui fut président du Conseil général en 1902 et surtout bouillonnant opposant à la politique du gouverneur Fayet. Mais voilà, les murs demeurent résolument silencieux, alors c'est le nouveau propriétaire qui fait le guide. Vous avez un escalier qui était construit à l'époque, bien entendu, avec du bois qui était exploité sur la propriété. C'est de l'acacia. Et alors cet escalier-là, je peux vous dire que, parce que bon, c'était un dock à café à l'origine, mais quand mes parents ont acheté cette propriété-là en 56, nous-mêmes avons exploité du maïs, nous avons cultivé du maïs. Et je peux vous dire que par cet escalier-là, j'ai charvoyé quelques sacs de maïs sur mes épaules pour amener le maïs à l'étage supérieur. Vers les années 80, 95, 96, je l'utilisais encore pour y stocker du foin. Et j'ai arrêté par la suite parce que je me rendis compte qu'on prenait trop de risques, justement à cause de ces fêlures qui sont ces grosses gerces qui sont là dans les murs. Et que quand on stocke du foin, vous savez que forcément ça crée des vibrations à lancer les balles de foin. Et puis j'ai eu bien entendu peur que ça nous tombe dessus un jour, donc j'ai arrêté totalement de me servir de ce hangar. Lorsque les Le Goupil s'installent à Nassira, 53 employés travaillent sur la propriété dont la superficie passe de 600 à 1800 hectares et l'activité principale, c'est donc le café. Cette petite rigole là, c'était une conduite d'eau, donc une conduite à ciel ouvert qui était captée dans le haut de la propriété, dans le milieu de la propriété, à partir d'une zone marécageuse.
Donc cette conduite d'eau servait bien entendu à acheminer l'eau ici vers l'ancienne usine pour traiter justement le café. Ils en ont produit beaucoup du café à l'époque? Paraît-il qu'ils exploitaient environ une 30aine de tonnes de café par an. Un peu à l'écart de la grange, un tas de bois et de tôle, ce sont les seuls restes de la première habitation. Les Le Goupil ont ensuite fait construire une maison plus solide dans laquelle la famille Tual a vécu jusque dans les années 60, après toutefois avoir installé les sanitaires, car au début du siècle, prendre un bain relevait presque du défi. Ah, où êtes-vous là? Eh bien, la ruine dans laquelle je me trouve, d'après ce que j'en sais, c'était, paraît-il, la salle de bain de la famille Le Goupil à l'époque. Mais la maison est très loin. Eh bien oui, effectivement, elle est loin. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à croire que ça pouvait être la salle de bain. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que la conduite à ciel ouvert qui arrive aux installations à café passe juste au-dessus, là où je vous montre, là sur cette petite plateforme-là, et puis que le robinet se situe légèrement au-dessous, on peut penser qu'effectivement ça pouvait être la salle de bain. À l'intérieur de soi-même, on aurait presque envie de revivre cette époque-là, mais avec peut-être aussi en ayant plus de confort, c'est-à-dire en ayant le confort qu'on nous offre aujourd'hui. Eh oui, tout le monde peut pas s'appeler Tiger Woods et avoir autant de talent. Alors à Boulou-Paris, dans le domaine des activités sportives et des loisirs, il y a bien sûr ce magnifique golfe de la Wingui, mais pour ceux qui préféreraient s'envoyer en l'air, il y a aussi un club pour eux et pas très loin d'ici. Le planeur, c'est comme au sol, c'est comme un goéland, difficile à se mouvoir. Donc il faut faire assez nombreux pour préparer la mise en vol. Aller en l'air, c'est un goéland, il n'y a plus besoin de personne. Goéland ou albatros, comme le décrit Baudelaire dans un de ses poèmes. Ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. C'est vrai qu'il y a de la poésie dans le vol à voile, une pratique qui s'est beaucoup développée en Allemagne après la Première Guerre mondiale. L'aviation militaire y était interdite, c'est donc sur des planeurs qu'étaient formés les pilotes. Aujourd'hui, il y a des mordus partout à travers le monde, une quinzaine en Calédonie. Le club a déménagé en 97 pour venir s'installer ici, à Boulou-Paris. Quelle que soit la motivation de chacun, le vol à voile est une école de solidarité et de sécurité, d'où avant chaque vol, les incontournables contrôles. Et ces sensations-là, c'est bien sûr en vol qu'elles sont vécues avec le plus d'intensité par ces passionnés un peu fous qu'on appelle des vélivoles. T'as vu comme c'est chouette? T'es à l'aise? C'est très bizarre, la tête du vélivol est toujours en train de tourner dans tous les sens. Regardez ce qui se passe dehors. En face de nous, on a le Huitchambo. On a le Huitchambo, le Mont d'eau qui est derrière avec son antenne. Là, on a notre Charpente, mais qui ne donne pas aujourd'hui. Là, en face du planeur, le Kongwa au sud. Là, maintenant, en face, on arrive. Le plus haut sommet que l'on voit, c'est la dent de Saint-Vincent. Le Mbouinané, maintenant. Et la mine de Tontouta. Et tout à fait au bout, on voit les installations de l'aérodrome de Tontouta. Une discipline faite de rituels à travers les mots d'abord. C'est une obsession chez ces pilotes, chercher à accrocher. Cela veut dire détecter une ascendance et l'exploiter pour monter et planer encore plus. Rituel pour chaque décollage, il se fait ici au Treuil, grâce à un câble d'1,2 km de long, pouvant faire monter le planeur à plus de 400 mètres. Autrefois, le décollage se faisait grâce à un avion remorqueur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide et moins cher. Important puisque ce club est aussi une école de formation.
Et de retour sur Terre, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle étape en commune. Pour notre prochain rendez-vous, nous irons vers le nord de la Calédonie et cette fois sur la côte Est. En attendant, quelques dernières images de Boulou Paris sur la musique du groupe de la commune, Roumet Moungay. Très bonne fin de soirée à tous.